Bonjour tout le monde. Mon nom est Lévi Godbout. Je suis infirmier praticien spécialisé en soins aux adultes pour le secteur de la cardiologie. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Annick Boivin, infirmière de pratique avancée pour les soins intensifs au CHU de Québec, pour vous faire une courte présentation sur l'identification précoce des signes de complications en contexte de COVID-19. Première petite mise en matière, on vient vous présenter des éléments que vous connaissez probablement déjà, mais dans le contexte de la COVID-19 où beaucoup de choses évoluent rapidement, où ce qu'on sait change tous les jours, on a voulu venir vous faire des rappels sur des éléments d'évaluation qui vous aident à détecter une détérioration précoce de l'état clinique d'un patient hospitalisé adulte. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans les prochaines slides. Tout de suite, je vais laisser la place à Annick pour qu'elle vous présente un peu pourquoi on a préparé ça. Donc, pourquoi c'est primordial d'identifier plus précocement un usager COVID-19 suspecté ou confirmé dont l'état se détériore? En fait, chez un patient tiède ou chaud, les critères d'admission en soins intensifs sont différents que pour un patient froid. Donc, vous avez probablement déjà remarqué que pour certains patients, un petit peu plus précocement, on va vouloir faire une consultation avec un intensiviste qui rapatrie ces patients-là sur l'unité des soins intensifs. Les personnes âgées sont plus à risque de présenter des formes modérées ou sévères de la maladie. Puis, en fait, l'identification précoce des signes spécifiques, ça a pour but d'éviter au maximum des situations plus complexes et éviter des risques de contamination. Donc, des situations plus complexes, par exemple, ça peut être une intubation endotrachéale élective qu'on va envisager plus précocement en situation de détérioration. Donc, si on fait un transfert aux soins intensifs, on est capable de bien se préparer. C'est vraiment le principe d'avoir les bonnes personnes à la bonne place au bon endroit. Fait que quand on est capable de se préparer à l'avance, c'est l'idéal parce qu'on était capable de mieux contrôler l'environnement. On va viser aussi, évidemment, de jamais avoir d'arrêt cardio-respiratoire dans un lit de soins régulier. Dans le fond, on vise jamais d'avoir un arrêt cardio-respiratoire pour aucun de nos patients. Mais en contexte COVID, là, on se le rappelle un petit peu plus parce qu'on veut aussi, on sait que c'est des situations qui sont plus à risque de contamination, donc on veut être vraiment précoce dans l'identification de nos risques pour être capable d'amener la personne au bon endroit à temps. Donc, on a donc créé un outil clinique que vous avez peut-être déjà vu passer pour les unités qui sont déjà COVID. Mais comme on sait que certaines unités de soins ont maintenant des patients tièdes, l'outil clinique là, va pouvoir être utilisé partout. Donc, c'est un outil où on est venu préciser les signes et symptômes de décompensation à reconnaître, un peu un guide pour savoir à quel moment on doit aviser le médecin précocement pour avoir une évaluation. Donc, je vais laisser Olivier vous expliquer plus en détail l'outil clinique. Donc, je reviens vous présenter effectivement l'outil plus précisément. On commence par le bas de la page, en fait l'encadré en bleu le plus foncé, qui concerne l'évaluation en termes généraux. Alors, la première des choses, c'est qu'on va toujours vouloir individualiser l'évaluation aux patients avec qui on est. Donc, ça veut dire de tenir compte de plusieurs facteurs tels que l'âge, les antécédents déjà présents, les antécédents chirurgicaux, la médication qui est prise, mais surtout dresser un portrait de base de notre patient, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'il est à domicile ou encore comment était-il à l'urgence avant d'être admis, puis être capable de comparer l'image que j'ai aujourd'hui avec celle qu'on avait précédemment. Un élément qui est bien important quand on évalue le patient, c'est de toujours respecter la même séquence. Allez-y avec ce qui fonctionne pour vous. Donc, si votre méthode, c'est tête aux pieds, allez-y avec tête aux pieds. Si c'est de faire le système neuro avant un autre système, vous commencez par le système neuro, puis vous poursuivez ensuite, mais gardez toujours une séquence logique. Pour dresser ce portrait de base-là du patient, c'est important de communiquer avec les proches, communiquer avec la famille, communiquer avec la personne qui est la plus significative. Ça peut aussi être avec des intervenants du milieu de vie quand les patients viennent d'une ressource intermédiaire ou d'un CHSLD, par exemple. Donc, on communique avec eux. On peut le faire par téléphone. On peut communiquer avec la famille aussi avec, par exemple, les tablettes qui ont été rendues disponibles sur les unités de soins avec le projet Tous Ensemble. Un autre élément qui est important, c'est de s'assurer d'avoir un niveau de soins qui est complété et à jour au dossier auquel on peut se référer.
Puis, c'est important aussi de se rappeler que s'il n'y en a pas, l'infirmière peut amorcer la discussion sur les niveaux de soins lors de situations simples ou en contexte de maladie chronique. Donc, avant justement qu'il y ait une décompensation de l'État ou qu'on se retrouve en situation de soins aigus ou complexes. Maintenant, les éléments sur lesquels on vous recommande de porter une attention particulière en contexte de COVID, ce sont les symptômes que l'on pourrait retrouver au niveau surtout de l'état de conscience, du système circulatoire pulmonaire et certains autres paramètres que l'on vous a identifiés, donc les 4 encadrés au centre de la fiche. Le premier, c'est bien évidemment l'état de conscience. Surtout, on se rend compte chez la personne âgée des signes subtils de changement au niveau de l'état de conscience peuvent être des éléments qui sont suggestifs que ça va moins bien. Alors, c'est important de le documenter. Patient qui était alerte, qui est soudainement insomnolent ou qui est combatif, qui est anxieux, qui vous verbalise un malaise, qui a des hallucinations ou qui a vraiment n'importe quel changement au niveau de l'état de conscience ou du comportement doit être reconnu et on doit se poser des questions sur son état puis demander de l'aide à ce moment-là. Au niveau du système pulmonaire, on fait bien sûr référence à une bonne évaluation de la respiration, fréquence, amplitude, utilisation des muscles accessoires. Il y avait de l'atout, comment est-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle se détériore? Est-ce que le patient présente une détresse respiratoire? Est-ce qu'on a une augmentation des besoins en oxygène? Puis surtout, à ce sujet-là, on vous demande de porter une attention particulière pour aviser rapidement l'équipe s'il y avait une augmentation des besoins. On ausculte notre patient, on documente notre auscultation pour que les corps suivants puissent s'y référer. Puis, on identifie les changements, là, par exemple, au niveau du gaz capillaire pour voir s'il y a détérioration. Pour ce qui est du système circulatoire, prenez le pouls de vos patients, allez les voir, questionnez-les. Est-ce qu'ils ont des douleurs thoraciques? Est-ce qu'on a des signes ou des symptômes d'insuffisance cardiaque nouveaux? Est-ce qu'on a une orthopnée, une dyspnée qui s'est installée, une dyspnée paroxystique nocturne? Le pouls, comment il est? Est-ce qu'il est faible, filant, bondissant? Est-ce qu'il est bien frappé? Est-ce qu'on a une tachycardie? Le patient est-il hypotendu? Est-ce que la peau est froide? Est-ce que le patient est diaphorétique? Ou est-ce qu'on a des nouveaux signes, par exemple, de thrombose veineuse? Finalement, les autres paramètres, la fièvre, on le sait tous, peut accompagner la COVID. On individualise aux patients, surtout en contexte gériatrique, puis on la documente. Un élément qui est super important, ce sont les chutes qui peuvent être un symptôme d'une détérioration de l'état général. Autant chez un patient qui ne chutait pas que chez un patient qui était connu chuteur, une chute inexpliquée ou dans un contexte différent de comment ça se produit habituellement, c'est à questionner. Puis finalement, une diminution de la diurèse. Je vais maintenant laisser Annick compléter au niveau des éléments à documenter, puis pour la conclusion. Donc, c'est juste un petit rappel que si on a des signes d'instabilité hémodynamique, on peut initier l'ordonnance collective FR 066, qui est initier l'installation d'un cathéter intraveineux avec ou sans perfusion de NaCl chez l'adulte. Vous la trouvez là sur SPTM si nécessaire. Un petit rappel pour la documentation. Donc, c'est important dans nos notes infirmières de vraiment dresser un bon portrait de notre patient pour que tous les intervenants, infirmières, médecins aussi, puis autres professionnels qui les consultent soient en mesure de déterminer s'il y a détérioration, s'il y a amélioration ou stabilité clinique. Donc, être précis dans la terminologie utilisée, c'est un atout. Puis en lisant les notes là, des cas précédents, ça va venir nous donner un bon indicateur aussi, là, justement quand c'est bien documenté. Mettre à jour son plan de soins, informatiser le PTI et le plan de soins du PAB. Pour la documentation, l'acronyme AINE peut vous aider à structurer votre évaluation chez la personne âgée. Donc le A, c'est pour autonomie. On a intégrité de la peau, nutrition, élimination, état cognitif, conscience, comportement. Et le S, c'est pour sommeil. Évidemment, si votre patient est hospitalisé pour une suspicion ou un cas confirmé COVID, on va aussi ajouter des données importantes par rapport à l'état respiratoire. En conclusion, toute modification de la condition clinique d'un patient suspecté ou connu COVID-19 doit susciter un très haut niveau de suspicion clinique. C'est vraiment primordial d'évaluer de façon globale le patient, mais aussi d'établir son portrait de base. Que ce soit son portrait de base aussi là avec la famille, comme Olivier l'a mentionné, pour être capable de noter des changements parfois subtils, mais évocateurs d'une détérioration clinique. Et surtout, aviser l'équipe médicale dès qu'un signe de détérioration est noté.
Donc, s'il y a une détérioration significative de l'état général, qu'il y ait arrêt ou signe imminent d'arrêt cardio-respiratoire, on se rappelle que c'est des indications d'appeler le code bleu aussi. On n'a pas besoin d'attendre que le patient soit en arrêt cardio-respiratoire complet pour signaler l'équipe de réanimation. Donc, à ce moment-là, l'équipe va venir nous donner, l'équipe spécialisée va être ici en renfort. Donc, on vous a mis aussi les références à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, là, moi ou Olivier, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis, l'outil clinique, là, la fiche est disponible sur SPTM. Il y a un GRM aussi là, dans le bas, fait que c'est possible de le commander si vous le souhaitez pour les gestionnaires. Donc, merci.